Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Cet épisode est rendu possible par le laboratoire CCD, présent aux côtés des femmes ayant un SOPK grâce à Zitolia, sa denrée alimentaire destinée à des fins médicales spéciales, spécifiquement formulée pour les besoins nutritionnels des femmes atteintes de SOPK. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Bienvenue dans ce nouvel épisode de cette saison 4 dédiée au syndrome des ovaires polykystiques, aussi connu sous le nom de SOPK, où nous explorerons des sujets de santé qui impactent la vie de nombreuses femmes à travers le monde. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial et souvent méconnu, le syndrome des ovaires polykystiques et son impact sur la fertilité. Pour nous éclairer sur ce sujet, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Sophie Cateau-Genard, professeure de gynécologie médicale au CHU de Lille. Spécialiste du SOPK, elle et son équipe mènent des recherches approfondies pour mieux comprendre et traiter cette pathologie complexe. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur des troubles hormonaux liés au SOPK, découvrir comment cette maladie peut affecter la fertilité et explorer les différentes solutions disponibles pour aider les femmes à concevoir. Le professeur Cateau-Genard nous expliquera les différences entre stérilité, infertilité et hypofertilité, et comment le SOPK peut rendre la conception plus difficile pour certaines femmes. Nous aborderons les principaux défis rencontrés par les femmes atteintes de SOPK lorsqu'elles essaient de concevoir. Enfin, nous explorerons les différentes stratégies pour améliorer la fertilité. Rejoignez-nous pour une discussion approfondie et éclairante sur le SOPK et la fertilité, avec des conseils pratiques et des informations essentielles pour toutes les femmes concernées par le syndrome des ovaires polykystiques ainsi que pour leur entourage. Très belle écoute à toutes et à tous. Eh bien, bonjour professeur Cateau-Genard, je suis ravie de vous accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. Aujourd'hui, on va aborder donc le SOPK et l'infertilité. Donc, on va débuter par une présentation. Donc, je vous laisse vous présenter auprès de nos auditeurs. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis le professeur Sophie Cateau-Genard. Je suis professeure de gynécologie médicale au CHU de Lille et je suis spécialisée dans le syndrome des ovaires polykystiques. C'est vrai que notre équipe a beaucoup travaillé et continue à faire beaucoup de travaux de recherche et de publications sur cette thématique, en particulier en lien avec l'équipe INSERM de Paolo Giacobini, l'équipe de recherche. Et donc voilà, on a continué à avancer pour essayer d'apporter des précisions, des éclaircissements, de mieux comprendre le SOPK et de mieux le soigner, évidemment, de proposer des thérapeutiques toujours plus adaptées à nos patientes. Super. Aujourd'hui, on va aborder différentes thématiques. Donc, d'abord, comprendre les troubles hormonaux justement dans le SOPK, l'impact du SOPK sur la fertilité et une partie justement sur les aides pour concevoir. Donc, pour débuter justement sur cette partie, les troubles hormonaux, est-ce que vous pouvez nous parler des principaux troubles hormonaux qui sont associés au SOPK? Alors, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est sûr que c'est une pathologie endocrinienne et hormonale avec en particulier une élévation de la production des androgènes au niveau des ovaires. Cet excès d'androgènes, il semble être dû en partie à l'excès de LH qui est produite par l'hypophyse. Et puis, on a aussi l'excès d'hormones antimullériennes, donc qui intervient de plus en plus dans la physiopathologie et pour expliquer le SOPK, et qui pourrait aussi favoriser l'excès de LH et l'excès d'androgènes. En fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. On a aussi un excès d'insuline qui peut également modifier la production d'androgènes en l'augmentant. Et donc voilà, toute cette hyperproduction hormonale va faire que les femmes qui ont un SOPK vont avoir un certain nombre de symptômes expliqués par ces hormones. Et justement, dans ces symptômes, c'est des symptômes qui peuvent affecter le corps des femmes?
Oui, tout à fait. Tout simplement, par exemple, si on prend l'exemple des androgènes en excès, ces androgènes en excès peuvent entraîner des troubles de la pilosité avec des patientes qui vont être gênées par des poils qui normalement ne devraient pas être là où ils sont chez la femme, mais ils sont présents chez l'homme, par exemple au niveau du menton et parfois les femmes en ont aussi quand il y a un SOPK. Il peut y avoir aussi trop d'acné. Ça aussi dû à l'excès d'androgène ou une perte de cheveux, ce qu'on appelle aussi une alopécie. Ça aussi, c'est lié à l'excès d'androgène. Et puis, on sait aussi que comme il y a aussi une insulinorésistance, alors on ne connaît pas encore bien tous les mécanismes, hein, il peut y avoir aussi une difficulté à perdre du poids. Et donc, chez les patients qui vont présenter un surpoids et une obésité, il peut y avoir aussi une difficulté à perdre ces quelques kilos. Le lien avec le SOPK, il a été démontré. Comment justement les femmes, elles peuvent mettre des choses en place pour ce symptôme-là? Alors oui, il y a plus de résistance à l'insuline chez les femmes qui ont un SOPK que dans la population générale. Alors toutes les femmes avec SOPK ne vont pas avoir forcément une résistance à l'insuline, mais on estime que 50 à 70% des femmes vont avoir une résistance à l'insuline, en particulier celles qui ont un surpoids et une obésité, avec donc une hyperproduction d'insuline et parallèlement une résistance à l'effet de l'insuline sur l'organisme et donc potentiellement des prédiabètes ou des diabètes. Voilà. Et donc, pour lutter contre cette résistance à l'insuline, alors il y a des médicaments, mais les premières choses à faire, c'est rééquilibrer son alimentation et puis avoir une activité physique plus importante. OK, très bien. Et justement, là, on a parlé de plus ou moins quelques symptômes, du syndrome des ovaires polykystiques. Vous en parliez là juste avant, mais certaines femmes, peuvent avoir l'ensemble des symptômes et d'autres, peuvent avoir seulement quelques symptômes, du SOPK, c'est bien ça? Oui, moi j'aime à dire qu'il y a autant de formes de SOPK qu'il y a de femmes ayant un SOPK et donc effectivement chaque femme va avoir des symptômes bien particuliers. Certaines ne vont pas avoir de symptômes d'ailleurs du tout. Et puis d'autres vont être très gênées, soit par les problèmes de pilosité, d'acné, de troubles du cycle ou encore de difficultés à perdre du poids. Et justement, on parlait un peu, du diabète. Est-ce qu'il y a d'autres pathologies qui peuvent être engendrées, par le syndrome des ovaires polykystiques? Alors oui, il y a plusieurs pathologies qu'il faut diagnostiquer quand on a une femme qui a un SOPK. Il y a par exemple le syndrome d'apnée du sommeil qu'il faut aussi rechercher parce qu'il est plus fréquent en cas de SOPK. Il y a les troubles du comportement alimentaire, là aussi qui sont beaucoup plus fréquents. Il y a tous les troubles anxio-dépressifs et là aussi on sait que maintenant il faut absolument les dépister et proposer une prise en charge à ces femmes qui si elles ont des troubles anxio-dépressifs. Voilà. Après oui, alors le diabète, l'intolérance aux hydrates de carbone qui est du prédiabète, les troubles lipidiques, hein, l'excès de cholestérol par exemple ou de triglycérides, ça aussi il faut le dépister et bien sûr proposer une prise en charge adaptée pour éviter que justement il y ait ces maladies qui se développent et à plus long terme, si on avance en âge, eh bien s'il y a une insulinorésistance et des troubles lipidiques, il peut y avoir par exemple des troubles vasculaires, des infarctus du myocarde, etc. Mais ça, c'est vraiment chez les femmes qui vont être beaucoup plus âgées, si malheureusement tous ces troubles n'ont pas pu être corrigés avant. OK, très bien. Non, c'est très clair. Et est-ce que il est recommandé justement pour une femme qui a un syndrome des ovaires polykystiques d'être suivie justement par un endocrinologue ou seulement par un gynéco? Est-ce que c'est en fonction de la personne? Alors oui, il faut être suivi par un médecin qui connaît le SOPK, qui connaît ce qui doit être recherché, ce qu'on doit faire régulièrement comme prise de sang. Donc après, peu importe le médecin, je dirais, hein, ça peut être le médecin généraliste qui connaît bien le SOPK. Il y a les nouvelles recommandations qui sont sorties là en 2023. Voilà, il faut s'y plonger et puis une fois que qu'on les connaît, c'est pas très compliqué non plus de prescrire ce qu'il faut. Mais voilà, et encore faut-il bien connaître le SOPK. Et effectivement, on a des femmes qui peuvent se retrouver devant un médecin qui connaît pas bien et qui va pas
forcément avoir les bons réflexes et dépister les bonnes choses. Par exemple, il est préconisé de réaliser une hyperglycémie provoquée par voie orale, donc de donner une solution très sucrée aux femmes pour voir si on démasque un prédiabète ou un diabète. Et ça, il faut le faire assez régulièrement ou avant une grossesse, par exemple. Et puis oui, tout ce qui est bilan lipidique, hypertension aussi, ça, j'en ai pas encore parlé, mais l'hypertension artérielle aussi, c'est plus fréquent en cas de SOPK et donc ça doit être dépister très régulièrement en fait à chaque consultation. Voilà, il y a aussi, oui, j'en ai pas parlé aussi, il y a aussi éventuellement le cancer de l'endomètre qui peut arriver si les femmes ne sont pas du tout réglées, qu'elles ont toujours trop d'œstrogène, un climat avec trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Et donc ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir dépister et prendre en charge si nécessaire. D'accord. C'est très, très clair pour cette première partie, donc sur les troubles hormonaux. Donc, on va aborder justement l'impact du SOPK sur la fertilité. Quand on aborde justement ce sujet, c'est vrai que les femmes, elles peuvent être un peu perdues sur les différents termes. Donc, est-ce que vous pouvez justement nous expliquer déjà la différence entre infertilité, hypofertilité, stérilité et troubles de la fertilité, qui sont des termes qu'elles peuvent justement voir et pas forcément connaître? Alors oui, les termes sont bien différents, hein. Stérilité, ça veut dire que vraiment on n'est pas capable du tout de concevoir, hein. Et ça, c'est un terme qu'il faut absolument bannir du SOPK. C'est pas, il n'y a pas du tout de stérilité dans le SOPK, même si c'est un mot qui circule encore beaucoup, mais qui est complètement faux. On parlerait plutôt dans le SOPK d'hypofertilité, c'est-à-dire que les femmes qui ont un SOPK peuvent avoir un petit peu plus de difficultés à obtenir une grossesse que les autres. Certaines vont vraiment présenter une infertilité, c'est-à-dire que là, elles vont vraiment pas réussir à avoir une grossesse, même en attendant longtemps, même en essayant beaucoup. Et donc, en fait, on sait maintenant que les femmes qui ont SOPK vont avoir une fertilité qui est pas si diminuée que ça par rapport aux autres femmes. En fait, on a étudié une grande cohorte de femmes avec SOPK. On a vu qu'il y en avait 87% finalement qui allaient avoir une grossesse au bout de quelques mois, hein, et versus 92% chez les femmes contrôle. Donc, vous voyez, entre 87 et 92, il n'y a pas de grosse différence. Et parmi les 87%, seulement 25% avaient eu besoin d'aide médicale. Les autres, et c'était des grossesses spontanées. Donc, vraiment faire passer ce message que quand on a un SOPK, on peut avoir une grossesse. Et même si on n'est pas bien réglé tous les mois, même si on n'est jamais réglé, on a très fréquemment des grossesses spontanées et parfois non désirées si c'est pas le bon moment. Donc, il faut aussi savoir prescrire des contraceptions aux femmes qui ont SOPK et ne pas leur dire, de toute façon, vous n'aurez pas d'enfant, vous n'ovulez pas, ce qui est complètement faux parce qu'il suffit d'ovuler une fois de temps en temps pour avoir une grossesse. Donc, vraiment, vraiment faire passer ce message que, voilà, on sait qu'il y a une femme sur 10 qui a un SOPK. Heureusement que toutes ne vont pas dans les services de médecine de la reproduction pour être aidées, parce que nous, on serait complètement débordés. Il faudrait créer des services beaucoup plus gros, vu le nombre de personnes. En fait, la grande majorité des femmes, à part dire les 3/4, vont avoir leur grossesse sans l'aide de la médecine. Donc c'est plutôt rassurant d'avoir ce chiffre, parce que c'est vrai qu'on voit aussi pas mal d'infos passer sur internet où on se dit que ça peut être compliqué, que ce soit pour le SOPK, pour l'endométriose, pour d'autres pathologies. Donc d'avoir ces chiffres en tête, ça permet aussi de rassurer les femmes. Comment le SOPK justement il peut contribuer à cette hypofertilité? Est-ce que justement c'est le fait que les cycles ne soient pas réguliers? Est-ce que c'est d'autres sujets qui sont liés? Alors oui, la première cause d'infertilité, c'est par la dysovulation. Donc, quand on a un SOPK, on peut, mais attention, il y a des femmes qui n'ont pas du tout de dysovulation, qui ovulent très bien tous les mois, mais certaines vont par contre avoir des troubles de l'ovulation et ovuler seulement quelques fois par an ou jamais. Donc ça, c'est la première cause d'infertilité liée au SOPK. Les mécanismes, c'est pas encore très très clair, mais on pense que l'excès d'AMH, l'excès d'androgène, l'excès de LH font que il va y avoir un trouble de l'ovulation et l'excès d'insuline aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment lutter contre tous ces excès hormonaux. Après, on sait aussi que quand on a un SOPK, chez certaines femmes, il va y avoir un surpoids ou une obésité associée. Et on sait aussi que quand il y a une obésité, on va avoir moins de chances d'avoir une grossesse facilement.
Donc ça aussi, par ce biais-là, ça peut diminuer un petit peu la fertilité et augmenter par exemple le risque de fausse couche. Ça, c'est possible aussi. Mais c'est vrai que grand responsable de l'infertilité ou de l'hypofertilité du SOPK, c'est clairement la dysovulation. Et quelles sont justement les principales difficultés qui sont rencontrées en fait par les femmes lorsqu'elles essaient de concevoir? Alors si elles ont des cycles très irréguliers, bah, c'est sûr qu'elles peuvent pas, par exemple, essayer de, de cibler les rapports à la période fertile, hein. Donc on leur dit: «Bah, écoutez, comme on sait pas quand est-ce que vous allez ovuler, ayez des rapports 2 à 3 fois par semaine pour, optimiser vraiment les chances puisqu'on ne sait pas quand, aura lieu l'ovulation». Voilà, je crois que c'est vraiment ça qui est et les tests d'ovulation sont pas forcément interprétables parce qu'une dame qui a, un taux de LH très élevé, ça peut se voir, va par exemple avoir des tests d'ovulation positifs tout le temps, alors que ça sera pas du tout un reflet de l'ovulation, mais juste un reflet de ces taux de LH qui sont élevés en permanence. Voilà. Donc, c'est sûr que quand une femme est très mal réglée, avec des ou très peu réglée, on lui conseille de pas s'obstiner non plus des années, enfin des mois, et on va dire au bout de 6 mois, s'il n'y a pas eu de grossesse, de venir nous voir. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais justement poser comme question. C'était, est-ce que à partir du moment où on a un diagnostic et qu'on a justement ce souhait d'avoir un enfant, est-ce qu'on en discute directement avec son gynécologue? Est-ce qu'on attend justement ces 6 mois avant d'en parler? Est-ce qu'il y a, il y a des choses justement sur ce sujet? Ah bah, il faut en parler avec son gynécologue parce que, par exemple, c'est bien de dépister un diabète avant de mettre en route une grossesse. Donc, par exemple, faut faire un test HPO, c'est ce qui est recommandé, hein, avant de mettre en route la grossesse. Vérifier qu'il n'y ait pas d'hypertension non plus avant la grossesse, qu'il n'y a pas de troubles épidiques. Et puis après, par contre, elles n'ont pas besoin de notre autorisation pour arrêter la contraception, hein. Elles arrêtent, elles voient comment ça se passe. Si les cycles ne reviennent pas du tout, oui, au bout de 3-4 mois, elles peuvent déjà reprendre rendez-vous et puis demander de l'aide pour avoir une grossesse. Ouais, très bien. Et justement, pour clôturer un peu cette partie justement de l'impact du SOPK, comment les troubles hormonaux, ils interfèrent justement sur, bah, le cycle menstruel et l'ovulation? Alors on pense que, l'excès d'androgènes donc sécrété par les cellules des ovaires, entraîne aussi un excès d'hormones antimullériennes. Cet excès d'hormones antimullériennes, il va agir au niveau des neurones à GnRH. Ça, c'est vraiment notre équipe de recherche, l'INSERM, là, qui l'a mis en évidence récemment, et donc va augmenter la production de LH. Et s'il y a trop de LH par rapport à la FSH, eh bien, les ovaires ne vont plus fonctionner correctement. C'est-à-dire que la croissance des follicules ne va plus bien se faire. Il va y avoir beaucoup de petits follicules parce que l'excès d'androgène fait que les petits follicules sont présents, ne disparaissent pas, ne meurent pas, mais on va dire ils restent à l'état petit, et il n'y aura pas les taux de FSH suffisants pour permettre l'entrée en croissance des follicules jusqu'à l'ovulation. Et on sait aussi que l'excès d'insuline aggrave ces problèmes, et c'est pour ça que une des premières choses à faire quand il y a une femme qui a un SOPK, des cycles très irréguliers et un surpoids et une obésité, c'est de l'encourager à perdre un petit peu de poids ou à avoir une activité physique plus importante pour diminuer cet excès d'insuline et favoriser les chances de grossesse. OK, très clair. Donc justement là, on va aborder la troisième partie qui sont donc, les aides pour concevoir, parce que malgré des bons taux comme vous pouviez en discuter tout à l'heure, il y a certaines femmes qui ont des difficultés justement à concevoir. Quelles sont justement les solutions et les mesures disponibles justement pour aider les femmes, atteintes de SOPK à améliorer leur fertilité? Alors la première chose, donc ça je viens de le dire, c'est vraiment de jouer sur le poids quand il y a surpoids évidemment, hein. Si la femme n'a pas du tout de problème de poids, on va pas jouer dessus. Mais en fait, faut savoir que perdre seulement 5 à 10% de son poids, donc c'est pas énorme, hein. Une femme qui pèse 110 kilos, on lui dit voilà, si vous arrivez à passer en dessous de 100 kilos, bah, ce serait super. Déjà ça, on sait que ça peut tout à fait favoriser l'ovulation spontanée.
et puis diminuer les risques de fausses couches ou de complications pendant la grossesse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et pareil pour l'activité physique, hein, c'est voilà, bouger un petit peu plus. Si une dame ne bouge pas du tout, fait pas du tout marche pas du tout, prend jamais l'escalier, ben, ne serait-ce que se remettre en route, faire voilà, prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, se lever régulièrement, si elle a un travail très sédentaire, pour aller chercher un verre d'eau ou aller aux toilettes. Enfin, tout ça, c'est des petits moyens qui peuvent tout à fait déjà aider à diminuer l'insulinorésistance et donc à favoriser l'ovulation. Ça, c'est voilà, c'est les choses vraiment à mettre en place en premier. Ensuite, on a aussi des compléments alimentaires avec le myo-inositol qui va améliorer l'insulinosensibilité et là aussi qui peut un petit peu aider à les femmes à ovuler. Alors, c'est pas du tout un traitement qui va induire l'ovulation, hein, c'est pas un traitement inducteur de l'ovulation comme le citrate de clomifène dont on va parler après, mais ça peut quand même être des petits moyens pour favoriser l'ovulation. On a aussi chez les femmes qui ont une résistance importante, la possibilité aussi de prescrire de la metformine si les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas, si le rééquilibrage alimentaire, l'activité physique ne suffisent pas. On peut aussi donner de la metformine. Là encore, c'est pas du tout un traitement inducteur de l'ovulation, mais ça peut quand même être un petit, ça peut favoriser l'ovulation et ça peut aussi aider ces femmes à avoir une grossesse. Ça, c'est les premiers moyens. Après, on a vraiment les traitements inducteurs de l'ovulation. Et là, le premier en France, c'est le citrate de clomifène. Dans d'autres pays, il y a ce qu'on appelle les anti-aromatases, le létrozole, qui peuvent être aussi prescrits, mais en France, on n'a pas l'autorisation de mise sur le marché pour ce produit pour l'induction de l'ovulation. Donc nous, c'est le citrate de clomifène qu'on prescrit et qui va entraîner, on va dire dans 60% des cas, une grossesse sur les 3-4 premiers cycles. Donc c'est pareil, on va pas non plus, faut pas s'obstiner, il faut pas non plus donner citrate de clomifène pendant des mois et des mois. Voilà, si ça marche pas sur les 3-4 premiers mois, en vérifiant bien sûr que il y ait une ovulation, que ça soit un traitement qui fonctionne. Sinon, si ça fonctionne pas, bah, il faut augmenter les doses ou changer. Et puis s'assurer aussi qu'il ne fonctionne pas trop bien parce que c'est le premier pourvoyeur de grossesses multiples et donc on a des fois des femmes qui ont eu du clomide, les médecins n'ont pas surveillé leur échographie. Elles ont développé plusieurs follicules d'un coup et elles ont des grossesses quadruples, quintuples. Enfin, voilà, c'est vraiment des choses qui sont terribles évidemment et donc faut éviter absolument ça et bien suivre quand on donne le citrate de clomifène, bien vérifier qu'il y a une réponse mais qu'elle n'est pas trop importante. D'accord. Est-ce que justement dans les choses assez basiques à mettre en place comme l'activité sportive, est-ce que l'alimentation aussi peut jouer un rôle ou pas dans la fertilité? Oui, tout à fait. Donc en fait, par exemple, tout ce qui est sucre rapide, c'est vraiment des choses qu'il faut réussir à enlever de son alimentation. C'est des calories vides, on va dire, hein, tout ce qui est boisson sucrée. Alors, si on utilise des édulcorants, c'est pas bon non plus parce que c'est cancérigène et puis que ça donne en plus envie de manger encore plus sucré, de boire encore plus sucré après. Mais voilà, il faut réussir à déshabituer de tout ce qui est sucre rapide, manger beaucoup de fruits et légumes, manger selon sa faim. Donc essayer de ressentir cette sensation de faim et puis privilégier aussi beaucoup, enfin tout ce qui est aliments complets, les pâtes complètes, le riz complet, qui va faire baisser en fait l'index glucidique et donc l'insuline. Hein. Si la glycémie ne monte pas trop, l'insuline ne va pas non plus monter. Donc pour lutter contre ça, il faut bannir tout ce qui est sucre rapide et avoir une alimentation la plus saine possible pour voilà, favoriser la grossesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aussi comment les technologies de procréation assistée, comme la FIV, peuvent être une option en fait pour les femmes qui sont atteintes de SOPK? Donc, alors, si le citrate de clomifène ne fonctionne pas, soit parce que la dame ne répond pas, soit parce qu'elle n'a pas eu de grossesse après quelques essais, on propose ensuite la FSH recombinante pour rétablir, puisque en fait, chez les femmes SOPK, la LH est plus élevée que la FSH en général, et donc on manque de FSH.
Et donc voilà, en donnant de la FSH, alors à toute petite dose, parce que si on donne à forte dose, c'est pareil, il va y avoir beaucoup de follicules qui vont se développer, donc des crises de grossesse multiples. Donc on augmente très 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 doucement, on fait un premier palier en général de 2 semaines, on donne des toutes petites doses de FSH et on attend vraiment 2 semaines avant d'augmenter. Ça peut paraître long, mais c'est indispensable pour ne pas avoir trop de follicules qui se développent d'un coup. Et dans ces cas-là, on est obligé d'arrêter le cycle, donc on a tout perdu. Voilà, donc avec la FSH, recombinant tout l'urinaire, hein, ça existe d'ailleurs aussi encore urinaire, on peut obtenir aussi une grossesse dans un certain nombre de cas. Si vraiment on n'y arrive toujours pas, ou s'il y a d'autres facteurs d'infertilité, donc ça aussi c'est quelque chose de très important. On va pas prescrire du citrate de clomifène si on n'a pas recherché si monsieur n'avait pas des problèmes au niveau de ses spermatozoïdes ou si les trompes de madame étaient obstruées, hein. Donc bien sûr, on fait avant de démarrer quel que soit le traitement proposé pour l'infertilité, on va toujours vérifier qu'il n'y ait pas une autre cause d'infertilité. Et si on est sûr que c'est que la dysovulation du SOVK, dans ce cas, oui, citrate de clomifène puis FSH par injection, avec aussi une surveillance très très rapprochée. Éventuellement, on peut faire aussi une petite opération avec on appelle un drilling ovarien, des petits trous dans les ovaires, qui peuvent aider certaines femmes à ovuler, mais on a très peu d'études enfin, c'est difficile de dire si vraiment ça marche ou pas. Bon, chez certaines femmes, ça marche, mais en même temps, comme il y en a aussi beaucoup qui vont ovuler spontanément, voilà, on sait pas très bien quelle est la part de la chirurgie ou, euh, ou du hasard, on va dire. Et si vraiment on s'en sort pas, alors après, on peut proposer la fécondation in vitro. C'est en particulier chez les femmes qui soit ne répondent pas du tout au traitement, soit répondent trop. Et pour qui on n'arrive jamais à avoir un seul follicule qui se développe. En fait, ce qu'on veut vraiment, c'est un seul follicule pour éviter les grossesses, même les grossesses gémellaires, hein, c'est pas souhaitable. Donc voilà, un follicule. Si on en a plus, si on n'arrive jamais à avoir un seul follicule, eh bien, on peut passer à la fécondation in vitro, puisque là, on va maîtriser le nombre d'embryons qu'on transfère. Et on ne transférera qu'un embryon à la fois. Donc, en fait, quand on fait une fécondation in vitro, on peut donner des traitements un petit peu plus forts pour avoir beaucoup d'ovocytes le jour de la ponction. Et puis ensuite, on espère obtenir des embryons et on les transfère un à la fois pour obtenir une grossesse unique. Alors, c'est des techniques qui sont aussi à adapter si les femmes ont un SOPK parce que elles peuvent faire ce qu'on appelle une hyperstimulation ovarienne et avoir trop de follicules qui se développent d'un coup. Alors, c'est pas très grave par rapport aux risques de grossesse multiples, mais par contre, ce qui est grave, c'est qu'elles peuvent avoir du liquide qui s'accumule dans le ventre, des ovaires très très gros et des fortes douleurs, des risques de phlébite, de thrombose, et dans certains cas, il faut même les hospitaliser tellement elles ont des douleurs importantes. Dans le cadre du suivi justement des femmes SOPK, cette discussion de choisir justement que ce soit une FIV ou une autre technique, c'est à voir justement avec un gynécologue qui est spécialisé dans les troubles de la fertilité? Alors oui, on sait bien, enfin les recos sont très clairs, hein. Premier traitement après s'être assuré que la fertilité est due qu'à la dysovulation et qu'il n'y a pas d'autre cause d'infertilité et après avoir mis en route les mesures génétiques s'il y a besoin, donc chez une femme qui est en surpoids ou obèse, le le premier traitement à proposer, c'est le citrate de clomifène. Puis, si ça marche pas, la FSH, les gonadotropines, enfin la FSH par injection, ou éventuellement le drilling, la petite opération dont j'ai parlé. Et ensuite, si ça marche toujours pas, passer en fécondation in vitro. Donc là, oui, de toute façon, c'est des spécialistes. Alors, le citrate de clomifène va être prescrit par un gynécologue en ville. Après, la FSH aussi, ça dépend vraiment de leurs compétences, s'ils ont l'habitude de ces traitements ou pas. Et puis après, la fécondation in vitro, bien sûr, là, c'est dans des centres d'AMP. Ouais, C'est très bien. moins hospitalier. Et est-ce qu'il existe des approches complémentaires qui peuvent soutenir les femmes avec SOPK dans leur parcours de conception? Alors, donc il y a les compléments alimentaires dont j'ai parlé un petit peu tout à l'heure avec le myo-inositol, qui contient, enfin souvent il y a de l'acide folique avec, hein, c'est des vitamines qu'on donne pour éviter les malformations de la colonne vertébrale du bébé. Ça peut être un plus, même si on manque encore d'études pour dire que c'est vraiment efficace. Alors c'est des compléments alimentaires, c'est pas des médicaments, c'est pas remboursé, c'est pas très cher, hein. En tout cas en pharmacie on en trouve. C'est aussi que sur internet, on peut en trouver, mais souvent c'est beaucoup plus cher. Donc, on conseille plutôt aux femmes de passer par leur médecin et d'aller à la pharmacie.
Et donc ça déjà c'est un bon moyen. Après la metformine, ça aussi ça peut aider. C'est préconisé chez les femmes qui ont un IMC supérieur à 30 avec le citrate de clomifène par exemple. Voilà, là on a l'impression que on n'a pas énormément d'études quand même pour montrer que ça soit très efficace, mais c'est des petits moyens supplémentaires qui peuvent donner un petit coup de pouce pour aider les femmes à avoir la grossesse. Et puis après toujours l'activité physique, une alimentation bien équilibrée, et puis si besoin aussi être soutenu sur le plan psychologique, si on voit que c'est compliqué, que l'infertilité fragilise une femme, et ben l'envoyer aussi, enfin ne pas hésiter à lui proposer un soutien psychologique, bien évidemment. Ouais, très important. Super. Eh bien, on va attaquer l'avant-dernière partie, donc la prise en charge et les traitements. Je voulais savoir justement quelles étaient un peu les options de traitement pour gérer les troubles hormonaux qui sont liés au SOPK. Alors, donc en fait, on va donner des traitements pour le moment qui sont des traitements symptomatiques, c'est-à-dire qui gèrent les symptômes. Donc c'est selon la plainte de chaque femme. Donc celles qui, par exemple, ont une pilosité très très importante, très gênante au niveau du visage, par exemple, ça les empêche de sortir, des jeunes filles qui refusent de prendre le bus, qui refusent d'aller à la cantine parce que vraiment elles sont très très gênées. Celles-là, on pourra leur donner des anti-androgènes. Alors on a l'acétate de cyproterone qui marche très bien, qu'il faut pas donner pendant trop longtemps parce qu'il y a des risques de ménagome. Mais chez la jeune fille, le risque de ménagome, il est vraiment quasiment nul. Et bien sûr, on fait de toute façon une IRM pour être sûr qu'il n'y ait pas de ménagome au début du traitement. Mais ça, c'est des traitements qui marchent très bien. On a aussi un autre anti-androgène qui n'a pas l'AMM en France, mais qui est recommandé par la Société française d'endocrino et qui est prescrit dans d'autres pays. C'est un antihypertenseur, mais qui a aussi une bonne action anti-androgène. Ça s'appelle la spironolactone. Donc là aussi, ça marche très bien sur tout ce qui est hyperandrogénie, pilosité, acné, perte de cheveux, sachant que l'acétate de cyproterone, on n'a pas le droit de le prescrire si ce n'est pas un hirsutisme très important qui gêne la vie affective et sociale. Et puis donc ça c'est pour vraiment les hyperandrogénies sévères. Après, si on a une hyperandrogénie moins sévère, comme par exemple de l'acné, on peut tout à fait donner une contraception œstroprogestative qui va bien diminuer en général l'acné. Et ça, c'est bien sûr en l'absence de contre-indication à la contraception œstroprogestative. Une dame qui a par exemple des migraines avec aura, on ne pourra pas lui prescrire. Donc il y a aussi bien sûr à évaluer au cas par cas. La metformine peut améliorer un petit peu les symptômes, mais va surtout aider à diminuer la chimiorésistance et éventuellement à perdre un petit peu de poids quand c'est associé aux mesures diététiques. On a aussi maintenant les traitements de l'obésité qui peuvent aussi améliorer le SOPK. Il faut savoir qu'il y a des femmes qui vont développer un SOPK juste en prenant du poids. Avant, elles n'en avaient pas forcément, et puis elles prennent 20, 30 kilos, et là, elles vont développer un SOPK parce que c'est l'insuline, en fait, qui aggrave toutes les hyperproductions hormonales. Et donc ça se voit. Et donc, si on traite l'obésité, on va traiter le SOPK. Et traiter l'obésité, alors je vous ai dit 5 à 10% du poids à perdre, c'est bien, mais ça va pas suffire à faire disparaître en général complètement un SOPK. Mais par contre, les traitements chirurgicaux de l'obésité, il y a une étude récente qui a montré que ça permettait de soigner le SOPK et de le guérir dans certains cas. Et puis maintenant, on a aussi les agonistes du GLP-1, bon, qui sont pas remboursés, mais qui sont aussi une possibilité pour perdre du poids, donc ils sont difficiles à trouver en France parce qu'ils sont victimes de leur succès. Mais voilà, on a quand même pas mal de choses à proposer aux femmes pour selon vraiment leurs symptômes, et puis tous les traitements si ce qui les gêne c'est l'infertilité, tous les traitements dont on a parlé juste avant. Ouais. Et puis comme on le disait au cours du podcast, il y a tous les changements de mode de vie, que ce soit l'activité physique, l'alimentation, qui peuvent aider. Et puis comme vous le disiez, chaque cas est différent, chaque femme est différente, donc c'est aussi d'échanger avec ton professionnel de santé pour voir ce qui correspondrait le mieux à chaque femme. Eh bien, on va clôturer le podcast avec 2 dernières questions.
Je voulais savoir comment soutenir les patientes en fait dans leur parcours de traitement dans la gestion du SOPK. Alors, on sait que vraiment les femmes qui ont un SOPK ont plus de troubles anxio-dépressifs que les autres, surtout si elles ont un problème d'hirsutisme, de pilosité excessive, et puis surtout si elles ont déjà présenté des troubles anxio-dépressifs, une dépression, une anxiété, voilà. Donc vraiment maintenant on se doit de dépister ces problèmes, ces problèmes d'estime de soi aussi, l'image corporelle, les troubles sexuels, tout ce qui peut être entraîné par les symptômes du SOPK ou pas, ou voilà, ou même si elles n'ont pas forcément de symptômes très importants, elles peuvent être contrariées et gênées parce qu'elles savent qu'elles ont par exemple un risque d'infertilité et donc ça vraiment c'est des choses qui doivent être des questions qui doivent être posées et une prise en charge qui doit être proposée. Alors c'est pas des prises en charge avec des traitements très longs ou voilà, maintenant ce qui marche pas bien c'est les thérapies cognitivo-comportementales qui sont brèves. Voilà, on va pas leur demander de faire une psychanalyse, enfin, c'est vraiment il y a un besoin, mais pendant des mois, mais voilà, vraiment les soutenir sur le plan psychologique, dépister les troubles du comportement alimentaire aussi, qui sont plus fréquents et qui sont difficiles à prendre en charge si c'est pas pris en charge par des personnes qui ont l'habitude des traitements psychologiques. Qui est aussi vraiment important aussi, c'est de dépister des traumatismes euh, dans leurs antécédents. Ça peut être des traumatismes dans l'enfance, du harcèlement, de l'inceste, des violences, euh, des viols, enfin bref. Et tout ça, bien sûr, ça va aussi aggraver ces troubles anxio-dépressifs et ça peut aussi aggraver, par exemple, on sait quand il y a une obésité, il peut y avoir plus fréquemment des antécédents de traumatisme. Donc, il faut savoir aussi les dépister pour pouvoir les prendre en charge et pour que la dame aille mieux sur tous les plans. Une dame qui n'arrive pas à maigrir parce que forcément, elle a tellement de choses la prise de poids a été entraînée pour lutter psychiquement contre un traumatisme. Eh bien, voilà, il va falloir aussi prendre bien en charge tout ça et donc poser les bonnes questions euh, pour euh, pour les aider. Ok. Et pour terminer, je voulais savoir quel conseil vous aimeriez donner à une femme qui vient de diagnostiquer du SOPK. Alors, la première chose, c'est de les rassurer en leur disant que le SOPK, c'est très fréquent, c'est pas une maladie, c'est un syndrome avec énormément de formes différentes, que chacune va vivre son SOPK de façon différente, que elles ne sont pas du tout stériles ou infertiles et qu'il faut vraiment les rassurer sur leur fertilité en disant que elles peuvent, enfin voilà, que la majorité vont concevoir sans aide et si besoin, on aura les moyens de les aider. Qu'elles se fassent suivre par des médecins qui connaissent le SOPK, donc pas forcément plein de médecins, mais ça peut être un médecin qui connaît mieux que ça peut être un médecin généraliste, un gynéco, un endocrino, voilà, qui connaît le syndrome et qui saura quel traitement proposer à quel moment de la vie. Ne pas hésiter aussi à se faire aider par les associations de patientes, par des psychologues aussi, si elles ressentent le besoin. Il y a vraiment et puis par une diététicienne par exemple. Après il y a des applications aussi sur téléphone qui se développent, donc ne pas rester seul et euh, et que voilà, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à trouver des solutions à leurs différents symptômes, différents problèmes. Et elles peuvent tout à fait très bien vivre avec un SOPK à partir du moment où elles ont trouvé les bonnes personnes pour les accompagner. Super, parfait. Eh ben, merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup pour ces informations qui vont beaucoup aider les femmes justement atteintes de SOPK. Et ben, je vous remercie aussi. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode.
Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato ? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.